y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied, attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre. On sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce que... Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Eclipse. Aujourd'hui, on se retrouve à deux avec Jordan pour vous parler de Gladiator 2 de Ridley Scott. Jordan, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super, très heureux de parler de ce film. It is an art, choosing gladiators. They're usually prisoners of war. I claim this city for the glory of Rome. You have something in you. Rage. Never let it go. It will carry you. Des années après avoir été témoin de la mort du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle Lucius, est contraint de rentrer dans le Colisée après que sa maison a été conquise par les empereurs tyranniques Caracalla et Geta via leur général Accasus. Lucius va essayer de renverser les empereurs tyranniques de Rome. Et donc, Jordan, je vais te laisser commencer par dire ce que tu as pensé du film, toi. Eh ben, contre toute attente, j'ai plutôt bien aimé Gladiator 2. Je dis contre toute attente parce que pour remettre un chouïa de contexte à un film, premier j'entends, qui m'a jamais vraiment bouleversé, c'est-à-dire que je l'avais déjà vu semble 2 fois, une fois quand j'étais plus ou moins enfant, adolescent, je ne sais plus trop, et une autre fois il y a quelques années, et ça m'avait ça m'a pas trop touché, ça m'a pas touché même du tout. Et pour la sortie du 2, je m'étais dit que j'allais le revoir, et là pour le coup j'avais pris, je vais peut-être pas dire une claque, mais ça m'a vraiment fait revoir le premier à la hausse, et j'avais été vraiment absorbé par cette tragédie en fait du gladiator qui est incarné par Russell Crowe, et j'avais vraiment été très ému à la fin du film. Et ce qui m'a du coup un peu hype pour aller voir le 2, alors si j'ai revu le 1, c'était pour aller voir le 2, mais à la base, je m'étais dit, bon, comme ça va être exploité quand même pendant plusieurs semaines, je vais avoir le temps d'aller le voir, le 2, je vais pas me presser. Et en fait, vu que j'étais vraiment dans la hype, j'y suis allé le jour de sa sortie. Et donc, j'ai plutôt bien aimé, et j'ai aimé essentiellement pour les raisons pour lesquelles le film, en fait, j'ai la sensation qu'il n'est pas aimé. C'est-à-dire, en fait, pour son côté très remake du premier. Parce que, en fait, pour moi, ce n'est pas un remake du premier. C'est-à-dire qu'il reprend effectivement les très grands motifs du premier, donc le Colisée, les empereurs, le gladiateur, le mécène du gladiateur, etc. Il va reprendre énormément de scènes, il va reprendre énormément de motifs, il va même reprendre des répliques, mais à chaque fois, il va toujours, et Scott, j'entends, va toujours pervertir un petit peu le fait de reprendre les éléments du premier dans ce deuxième film. C'est-à-dire que le gladiateur n'est plus du tout mu par une vengeance, mais en gardant une sorte de côté noble. Paul Mescal, ici, il incarne vraiment un gladiateur qui est assoiffé de vengeance. La vengeance en elle-même est un petit peu pervertie dans le sens où dans le premier, Joaquin Phoenix joue vraiment un empereur. Enfin, c'est grosso modo, pour le dire vite, c'est une pourriture, il est assez mesquin. Là, ici, la vengeance est d'abord tournée vers un personnage qui, en fait, s'avérera être peut-être le moins connard de tous dans l'Empire romain, j'entends. Et il y a beaucoup de petites choses comme ça qui font que ça m'a beaucoup plu, et j'ai eu la sensation que ça fait plaisir, parce que quand je dis que le film est perverti, ça paraît assez cynique, ce qui est quand même le très gros problème, je trouve, de Ridley Scott, quand même, depuis Alien Covenant, que j'aime bien personnellement, mais tous ces films depuis, voire même un petit peu avant, sont vraiment tournés comme ça dans un esprit un peu cynique, et celui-ci, au contraire, me paraît plus lumineux, même si on ne sait pas forcément jusqu'à la fin sur quel pied Ridley Scott danse. La fin tranche quand même assez, et ça reste finalement un des films les plus lumineux depuis certainement Seul sur Mars, et je trouve que venant de lui, ça fait un peu du bien, parce qu'il faut avouer que les films un peu nihilistes, misanthropes et j'en passe, à la longue, ça devenait un petit peu
pénible, voire vraiment cliché ou caricatural. Là, au contraire, c'est vraiment sympathique à regarder. Mais je reviendrai sur un petit peu tout ce que j'ai dit dans le futur. Je vais te laisser parler et donner ton avis d'abord, et puis on en débattra tous les deux par la suite. Ouais, alors avant aussi de revenir un peu sur mon avis, je vais faire comme toi et revenir un peu sur ce que j'attendais du film. Faut savoir qu'en fait, et Gladiator 2, ça a été pendant très longtemps une arlésienne, c'est-à-dire que c'est un projet qui est très vieux, mais qui s'est mis en vraiment en chantier tel qu'on le connaît assez rapidement. Pendant très longtemps, moi, je trouvais que c'était une très mauvaise idée de faire un Gladiator 2, puisque j'étais assez attaché au 1, parce que c'est un peu un film d'enfance, tout ça. Voilà, le petit moi, fan de l'Empire romain, était très fan du film. Et encore aujourd'hui, c'est un film que j'aime beaucoup et que je prends beaucoup de plaisir à revoir. Puis, avec plus le temps est passé, plus je me suis mis à vraiment beaucoup aimer le cinéma de Ridley Scott et particulièrement, son cinéma post Seul, sur Mars, on va dire. Je vais pas faire de la psychologie de comptoir, je sais pas si c'est en rapport avec, le décès de son frère, Tony Scott donc, mais, comme tu dis, il est de rentrer dans une espèce de cynisme et pour moi, j'aime bien le fait qu'il justement, il parasite tous ses films pour faire ce qu'il veut. Il se permet de reprendre tous les plus grands mythes, les 10 commandements, l'histoire de France et tout, pour raconter ce qu'il veut lui. Je pense par exemple à House of Gucci où on pouvait s'attendre à un film un peu à la Scorsese sur, bien clinquant et tout, et où en fin de compte on a juste un film avec des personnages méprisables qui sont méprisés par le réalisateur tout au long du film. Ou encore à, Le Dernier Duel qui joue sur l'effet Rashomon en mode: «Ah, quel point de vue vous allez choisir?» Et Ridley Scott te dit: «Non, il y a pas de point de vue à choisir, c'est celui-là qui est le vrai», et c'est une posture que j'apprécie beaucoup, donc j'avais assez hâte de ce Gladiator 2 et tout comme toi, j'ai passé plutôt un bon moment. Je trouve que c'est pas le plus intéressant de Ridley Scott qui est sorti là ces 4-5 dernières années. Je pencherais plutôt vers un Alien Covenant ou vers un Dernier Duel justement, mais je trouve que c'est un film très, très intéressant. Comme, toi, je suis d'accord sur le fait que ce soit pas tant un remake du premier film ou que justement, tout au long du film, en fait, il s'amuse à détourner le premier film, c'est un peu comme si: «Ah bah, vous vouliez revoir Gladiator? Et bah, je vais vous le donner, mais à chaque fois, je vais changer un truc», et j'aime beaucoup cette approche-là, notamment donc pour ce que tu dis du personnage de Paul Mescal qui est un peu, l'inverse de Maximus, un Maximus qui était rempli de dignité, un peu de sagesse et tout. Alors que là, on a affaire à une brute, assoiffée de sang pendant 95 du film. Pareil, là où dans le premier film, la politique, même dans ses magouilles, avait un côté noble avec, les sénateurs qui font ça vraiment pour le bien de Rome et tout. Ici, grâce au personnage de Denzel Washington, qui est pour moi le clairement le meilleur personnage du film, c'est encore quelque chose de sale, genre, on est vraiment dans ouais, dans du jeu de pouvoir malsain, où on s'en fout un peu du peuple, c'est chacun pour sa pomme, et pareil dans Les Empereurs romains, là où dans le premier Commode incarnait un vrai antagoniste, comment dire? C'était un vrai méchant quoi, charismatique, fou, ici on a Guetta et Caracalla qui sont 2 espèces de pantins, Caracalla qui est juste complètement teubé tout du long du film et Guetta qui a un semblant de pouvoir mais en fait, il n'a rien, il est méprisé par absolument tout le monde. Donc oui, je trouve que c'est là-dessus, Gladiator 2 est plutôt réussi et encore une fois si je dois faire peut-être un début de petit reproche, c'est que, en fait, pour moi, Ridley Scott est très, très fort, enfin, devenu limite un expert dans le film d'époque et dans le péplum et dans tout ce qui est bataille et tout, et que j'ai un peu l'impression que dans ce film-là, bah, il se repose entre guillemets sur ses acquis. C'est-à-dire que, cette année, en termes de blockbuster américain, il y en a 2 que j'ai beaucoup aimé, donc Furiosa et Gladiator 2 parce que le reste, j'avoue que j'ai pas trop vu, et là où George Miller est un mec qui va tout le temps essayer de se renouveler et tout, bah, j'ai l'impression qu'avec Gladiator 2, Ridley Scott sait ce qu'il sait faire et il fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire que les scènes d'action, les scènes de bataille et tout sont incroyables, mais elles n'ont pas ce truc, quand tu regardais le premier Gladiator de nouveau, il est vraiment dans une continuité stylistique et où il se renouvelle pas tant que ça. Voilà pour, mon 1er avis, je vais te laisser développer, Jordan, le tien un peu plus. Après, sur ce que tu dis par rapport à la mise en scène, des scènes d'action de Gladiator 2, je me demande si ça peut pas être vu également comme ce qu'on dit en fait depuis le début, c'est-à-dire, ce sens «Vous vouliez voir Gladiator, et ben, je vous sers Gladiator», mais en fait, si tu vois un petit peu toutes les séquences d'action qui ont lieu, elles sont vite très brutalement coupées par des événements, un peu annexes ou tu vois? Et du coup, on va pas forcément
s'appesantir sur cette bataille. La première bataille, par exemple, on y met fin rapidement parce que le personnage principal, donc qui s'appelle d'abord Anno, et on découvrira que en fait c'est Lucius, qui on découvrira également en fait est le fils de Maximus. Alors soit dit en passant, je me permets un petit aparté, et je trouve que c'est vraiment le truc le plus grossier du film, le fait de déjà laisser un suspense sur l'identité du gladiateur. C'est un demi-suspense parce que sinon il n'y a pas de film. C'est un peu lourdingue. Bah, je voulais dire aussi que ouais, moi je trouvais ça un peu grotesque et surtout en fait très attendu. C'est vrai que ça c'est un peu une déception du film. Moi, quand j'allais voir le film, j'étais persuadé que tout le long du film, on serait persuadé que Lucius est le fils de Maximus, que du coup il essaye de se porter en héritier et qu'en fait Twist c'est le fils de Commode parce que lui et Lucina ont une relation incestueuse dans le premier film. Et là, je trouve que ça aurait apporté de l'ambiguïté au personnage et tout. Ce qui n'est pas le cas, du coup, c'est vraiment juste le fils de Maximus. Bon, quand on regarde le premier film, on comprend qu'ils ont eu une histoire, Maximus et Lucina, mais c'était pas très très explicite non plus. Donc, je trouve cette petite déception de ce côté-là aussi. Oui, parce Et je trouve pas ça non plus très intéressant. Parce que dans le premier film, c'est sous-entendu, mais c'est pas explicité que c'est le fils de Maximus. Ah, Donc, pas du tout, pas du tout. forcément, là, il veut faire ça comme une sorte de twist. Mais en fait, déjà, si tu suis un minimum la promo du film, il n'y a pas de twist, puisque c'est quand même plus ou moins dit dans les bandes annonces que c'est Lucius et qui va prendre l'héritage et qu'on va l'appeler, enfin, je dirais, il me semble que c'est le personnage de Lucina qui dit explicitement dans la bande annonce que Maximus est le père de ce gladiateur. Donc, en fait, il n'y a juste pas de suspense. Alors après, les bandes annonces ne sont pas un film. Une bande annonce, c'est une publicité. Ça, il faut quand même tendance à le rappeler aux gens. Le but est de donner envie aux gens de le voir. Donc, on ne peut pas trop se baser sur la construction d'un film vis-à-vis de ces bandes annonces. Mais le fait est qu'il y avait quand même peu de suspense là-dessus. Ceci mis à part, pour revenir du coup sur les batailles, je voulais dire, elles sont toujours entrecoupées et par des choses qui sont vraiment complètement absurdes. Enfin, je pense à cette bataille navale qui est assez incroyable et qui est assez lunaire parce que voilà, comme tout le monde sait, d'ailleurs non, les gens ne le savent peut-être pas, mais donc non, il n'y a jamais eu d'eau dans le Colisée, apparemment il n'a jamais été fait pour ça, il n'y a jamais eu de requin non plus dans le Colisée, c'était pas connu des requins. Attends, je me permets de te couper. Si, pour le coup, il y a eu de l'eau dans le Colisée. Ouais, les nomachis, c'est un vrai truc. Attention, actually, j'ai fait cours de latin. Ouais, les nomachis, c'est un vrai truc. Et quand tu visites le Colisée et que tu vas à Rome, tu te rends bien compte qu'il y avait un truc vraiment avec un système d'eau. Par contre, les requins, c'est du bullshit, hein, mais. D'accord. Non, parce que moi, j'avais lu, je ne sais où, mais après, je me suis jamais trop renseigné dessus, que le Colisée n'était pas fait pour supporter une quantité d'eau, en fait. Donc, après, peut-être que... Après, le Colisée, peut-être pas, mais en tout cas, des nomachis, ce qu'on appelle les nomachis, les reconstitutions de batailles navales en arène, ça se faisait beaucoup. Oui, c'est pas full bullshit non plus, quoi. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Après, les experts nous corrigeront en commentaire certainement pour nous dire si effectivement le Colisée, il y avait des nomachis dans le Colisée, je ne sais pas. Et donc, pour revenir là-dessus, cette scène est coupée par une scène qui, là encore, convoque le premier gladiateur, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le premier, il y a une scène où, à un moment donné, Maximus, il est en position de peut-être attaquer Commode, qui est dans le public, avec une lance, je crois, je ne sais plus trop, mais je crois que c'est un truc comme ça. Et là, le personnage de Lucius, du coup, fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il voit la cible de sa vengeance dans le public, il décide de l'attaquer, mais là il décide de l'attaquer, c'est-à-dire qu'il tire factuellement une flèche dans le public en direction de là où sont, on va dire un petit peu la loge VIP du Colisée, là où sont les empereurs, etc., pour assassiner sa cible. Et ça contribue toujours à ces petits détails. Je vous invite vraiment, ceux qui voient ce Gladiator 2 comme un remake du premier, je vous invite à pas forcément le revoir parce que vous avez capté que qu'il y avait beaucoup de scènes qui ont été reprises, mais de voir pourquoi elles sont reprises et comment elles sont reprises. Parce qu'elles sont toujours reprises pour apporter ce sentiment un petit peu de déception. En fait, Gladiator 2, c'est un peu le Alien Covenant de Gladiator, quoi. C'est-à-dire le film un peu décevant qui reprend l'univers, mais qui va toujours apporter ce pas de côté, ce moment où tu t'attends pas forcément à voir ce que tu es censé voir, ou même quand tu t'attends pas à revoir quelque chose, à donner un côté vraiment décevant à la chose. C'est-à-dire, je pense ne serait-ce que dans Gladiator 2, il reprend le moment où, quand il est esclave, et donc en passe d'être gladiateur, et qui passe une sorte de casting, si on veut, que ça soit dans le premier ou dans le deuxième, les deux gladiateurs refusent tout d'abord de se battre. Et ce qui est drôle, c'est que dans le premier,
Maximus refuse de se battre de mémoire parce qu'il refuse de se battre, parce qu'en fait, il a déjà tout perdu, donc il n'a pas de raison de se battre avec quelqu'un qui a rien demandé, puisque de toute façon, c'est juste quelqu'un qui plus ou moins veut en finir avec la vie. Alors que Lucius refuse de se battre parce qu'il se considère de toute façon comme meilleur que son adversaire et que s'il se bat, il va forcément lui mettre une branlée. Et ça lui donne un côté vraiment très méprisable, en fait. C'est vraiment... Le personnage et je pense qu'il est fait de sorte à ne pas être aimable. On n'est pas franchement censé aimer ce personnage de Lucius, parce que déjà, il est un peu insupportable tout le film, enfin, il faut dire quand même ce qui est, et surtout... il a beaucoup de petites choses comme ça, beaucoup de petits comportements qui font que ça reste quand même le mec, genre vraiment, il prend tout le monde de haut, il est hyper mesquin, hyper cynique. Et puis surtout, c'est ce que j'ai dit dans ma première intervention, sa vengeance est ciblée contre un mec qui en fait est quelqu'un qui est là de la vie, qui en a marre, qui ne veut plus obéir aux ordres, qui ne veut plus mener les campagnes de Caracalla et Geta, qui veut en finir avec ses empereurs, et qui du coup peut-être est le personnage le plus vertueux, comme je l'ai dit, de cet empire romain ou des personnes qui sont dans cet empire romain, et ce qui apporte du coup un sentiment, t'es pas derrière le protagoniste, contrairement à Maximus où t'étais à fond derrière lui, enfin je suppose, après chacun prend part là où il veut, mais moi j'étais vraiment à fond derrière la vengeance de Maximus et j'avais envie qu'il se venge de Commode, et là t'es pas particulièrement derrière Lucius, quoi, genre t'es plus en retrait et t'as pas franchement envie qu'il mène à bien sa vengeance. Soit dit en passant, le film ne va pas s'apesantir dessus, puisqu'à partir de la moitié du film, on va partir sur complètement autre chose, notamment grâce au personnage de Denzel Washington, j'en dis pas trop, mais qui, comme tu l'as dit, est savoureux, mais vraiment, c'est à regarder, c'est vraiment très jouissif, parce que c'est un personnage qui se dévoile complètement, qui est très intéressant, et qui en plus est un ancien esclave plus ou moins affranchi, qui du coup grimpe les échelons, etc. Donc il a un côté où vraiment c'est un opportuniste c'est vraiment très intéressant. Et du coup, cette histoire de vengeance se termine plus ou moins au milieu du film. Donc là encore, Gladiator 1, mais on va dire perverti si on veut. Donc cette vengeance s'arrête au milieu du film dans une séquence que j'ai trouvé, c'est un vrai crève-cœur, parce que t'as pas envie que ces deux personnages-là s'affrontent en fait finalement, et c'est plein de petites choses comme ça, et du coup le film se renouvelle sans cesse, et à partir de cette bataille-là, à partir de ce combat-là, tu sais pas où le film va aller. Et je trouve que c'est souvent, voilà, c'est un problème, je trouve, dans les blockbusters, c'est quand même souvent très programmatique, et tu sais où vont aller les films. Et là, en l'occurrence, je trouve que le film est perpétuellement surprenant, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est vraiment un film qui est très surprenant, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, notamment sur ce que tu dis des batailles, qu'elles sont toujours coupées avant leur climax, avant qu'elles aillent au bout du bout, même si on prend un pied monumental. Pour ceux qui voudraient découvrir le film, ne vous en faites pas, c'est du très, très bon. Peut-être mis à part le dernier combat, dont je vais pas, spoiler les 2 opposants, mais qui est pareil, qui est peut-être le seul combat vraiment, qui va au bout de ce qu'il veut aller, et qui est bien trash, bien sanglant. Mais oui, je suis aussi entièrement d'accord sur ce que tu dis, sur Lucius, qui est complètement antipathique. En fin de compte, le vrai «gentil» entre guillemets de l'histoire, c'est le personnage de Pedro Pascal, c'est Acacius, là où avec, le personnage avec Lucius, on a l'impression vraiment de voir un sale gosse, qui est pas content, qui boude tout du long, et à part, à réussir à embrigader les autres à la fin, il fait pas grand-chose. Et ce que je trouve de très intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est qu'on parlait du fait que le 2 ne soit pas un remake du 1 ou un remake qui le pervertit, mais que justement il coupe cette refonte du 1 à partir de la moitié du film, ce qui est vrai, et la seconde moitié devient en fin de compte limite plus un remake, du Spartacus, enfin de l'histoire de Spartacus, que la suite de Gladiator, quoi. C'est-à-dire qu'on part dans quelque chose de complètement différent. C'est vrai que ça fait du bien, c'est très rafraîchissant, et c'est en ça que moi j'aime beaucoup le cinéma de Ridley Scott, c'est que je trouve que sur ces points-là, il n'est jamais décevant. Il est jamais, là où l'attend, Scott, depuis une quinzaine d'années même maintenant, et c'est pareil avec, Napoléon, quand on allait voir, enfin, désolé si je rebondis, enfin je répète des choses que vous avez déjà dites dans le podcast, mais j'avais pas pu participer à ce moment-là. Napoléon pouvait attendre certaines choses et tout du film, mais pareil, il allait jamais là où on l'attendait. Il faisait vraiment un film de bon anglais bien anti-napoléonien, et là il fait vraiment un film, à l'antithèse un anti-fanservice, quoi. C'est-à-dire, il nous met un petit con en rôle principal, des antagonistes pas charismatiques, ou s'ils sont charismatiques, c'est pas du tout des guerriers. Un mec qu'on nous vend dans la promo comme étant
le rival, alors qu'en fin de compte, t'as pas du tout envie que ces deux personnages-là soient rivaux parce que Acacius est beaucoup trop un bon père, est beaucoup trop sympa quoi par rapport au reste de la pourriture de l'élite romaine. Je me permets de te couper, ils sont Oui, liés, vas-y. ils sont liés par le personnage de Lucilla aussi. Je veux dire, l'un est l'amant. Oui, en plus, oui, oui. Donc t'as pas envie que ces deux personnages-là s'affrontent. Plus ou moins, ils font plus ou moins entre guillemets partie de la même famille, quoi. Oui, en plus, oui. Puis on le voit très bien lors de leur scène de combat que Acacius, même là, n'a limite pas envie de se défendre face à Lucius. Là où Lucius est beaucoup plus enragé. Moi, ce qui m'a fait rire quand je vois Gladiator 2, c'est je me dis, j'ai l'impression que Ridley Scott en a eu marre, qu'on lui dise tout le temps, ça c'est historiquement c'est pas bon et patati et patata, mais à Austerlitz en fait, tu sais, il a pas plu et c'était pas la tempête, en fait, il faisait un super soleil. Et j'ai vraiment l'impression que Scott, ça lui a cassé les couilles qu'on lui fasse des remarques historiques et il s'est dit, je vais faire un Gladiator 2 où rien n'a de sens, où en fait, genre, il y a des requins dans le Colisée, où il y a des singes à moitié, des espèces de singes, je me disais, qui sont zombifiés, je sais pas quoi, ils ressemblent à rien. Ils sont vraiment, d'ailleurs, au rang des défauts, je trouve que le film, au niveau des effets spéciaux, est pas toujours très heureux. Et ouais, on a vraiment l'impression que Ridley Scott, là, pour le coup, il reprend un petit peu le côté cynique en mode ouais, allez, vous me cassez les couilles avec votre véracité historique de con, ça m'intéresse pas du tout, allez vous faire foutre. Et puis il envoie vraiment valdinguer juste pour le spectacle. Et puis en fait finalement pas tant que ça parce que dès que le spectacle commence à prendre un petit peu la sauce, clac, il coupe ça par un acte ou par un cut ou par un truc et puis et il part sur complètement autre chose. Donc ouais non c'est assez rigolo et puis on parle pas beaucoup de l'intrigue on va dire politique, mais c'est vrai que tout ce qui est dit sur la politique dans le film via notamment le personnage de Denzel Washington est assez intéressant. Il y a des répliques qui sont quand même assez savoureuses venant de sa part, des répliques et des actes qui sont assez savoureux venant de sa part. C'est beaucoup de petites choses comme ça. Moi, je trouve que c'est en fait, j'ai du mal à comprendre la réception un peu tiède du film. Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai, que c'est une réception un peu tiède dans le sens où je trouve que c'est un film qui est beaucoup plus intéressant, surtout si on regarde le film dans le film, quoi. Je trouve que c'est là que le film est le plus passionnant. Et ouais, bah non, là c'est juste pour dire que ouais, je suis complètement d'accord avec toi et je trouve que c'est un peu quelque chose. Je trouve que c'est un peu l'effet Ridley Scott, c'est-à-dire que j'ai l'impression que depuis Prometheus, il a une très mauvaise réputation et on prend ces films pour des films bêtes alors qu'il y a toujours beaucoup plus des choses beaucoup plus intéressantes à dire dessus. Et là, je suis complètement d'accord avec toi, c'est vraiment sur la partie politique avec le personnage de Denzel Washington qui n'a jamais eu l'air de se faire autant plaisir que dans ce film-là. Enfin, je comprends pas trop non plus la réception tiède que reçoit le film. Pour moi, c'est pas, encore une fois, je dis que c'est pas le Ridley Scott le plus intéressant, c'est pas le meilleur film de l'année, mais quand même, même en tant que simple spectateur, si tu veux du pain et des jeux, bah, le film t'en offre. Et en plus de ça, c'est pas un film qui est con du tout. Enfin, je trouve pas que ce soit un film qui est con. Je trouve pas que Ridley Scott en général fasse des films cons, ou alors s'ils sont cons, ils le sont volontairement pour avoir un autre sens derrière. Je pense à House of Gucci en disant ça. Mais ouais, après moi, en défaut du film, et peut-être des choses qui n'ont pas plu, c'est par rapport aux vrais fans du 1, c'est la musique du film qui est totalement oubliable, là où celle du premier Gladiator est mémorable. Et c'est sur la photographie du film aussi, qui d'habitude chez Scott, je la trouve très très jolie la photo des films de Scott, je trouve elle est toujours un peu léchée et tout. Ici, à part un plan vers la fin avec un ciel violet, ceux qui ont revu le film verront de quel plan je parle, je la trouve particulièrement fade, la photo du film. Je trouve que le film n'est pas très clinquant par rapport au premier et par rapport aux autres Scott. Et c'est peut-être quelque chose qui fait repoussoir chez les aficionados du premier, enfin chez les vrais mordus du premier. Après, je sais pas, j'avoue que quand je lis des critiques négatives dessus, c'est beaucoup sur le scénario et bon, moi, je suis en mode, c'est quand même du cinéma, on s'en fiche un peu que les incohérences scénaristiques et les incohérences historiques, comme tu le dis. Je pense que Scott a aussi fait ce film pour dire vous me cassez les couilles à faire les actually sur les incohérences historiques. Prenons du plaisir ensemble, quoi. C'est là où, comme tu le disais dans ta première intervention, c'est peut-être un de ses films les plus positifs depuis un long moment, parce que depuis Seul sur Mars, parce que j'ai vraiment l'impression que Ridley Scott nous invite à prendre du plaisir avec lui lorsqu'il filme ça et lorsque nous on regarde ça, quoi. C'est un peu une fête, ouais, c'est du pain et des jeux ce film, en fin de compte. Si on le résume strictement à notre ressenti émotionnel pur sans l'intellectualiser, c'est pour moi un très très bon, un excellent divertissement. Que je trouve, une des critiques que j'ai lues beaucoup, c'est le manque d'émotion globale du film. Alors ça, après, le manque d'émotion, on ne peut pas ressentir des émotions pour les autres, hein, c'est très, très personnel comme émotion. Mais autant
j'aurais pu être d'accord pendant, c'est un petit peu stupide ce que je vais dire, mais je vais plutôt être d'accord pendant environ 2 heures. Autant vraiment les dernières minutes, quand bien même en plus ça convoque un petit peu grossièrement Gladiator, désolé, mais moi ce moment où Lucius se retrouve une dernière fois comme ça sur le sable du Colisée, là où sont factuellement mort et son père et spoiler sa mère qui meurt dans le film. Bon ben voilà, si vous voulez pas vous faire spoiler, regardez, écoutez pas nos épisodes, ça c'est pas nouveau. Mais donc voilà, ses parents sont morts là, et il y a ce côté où on reprend ce plan de la main qui touche je crois que c'est des épis de blé de mémoire dans Gladiator, et ça finit comme ça avec la musique du premier. Alors comme tu dis, la musique est très oubliable, alors quand la musique du premier retentit, bah forcément tout de suite t'as un peu les poils parce que c'est la seule musique que tu vas souligner de tout le film. Mais il y a vraiment quelque chose, pour le coup ça convoque le premier à fond, c'est du fan service pur, et pour le coup je trouve que ça fonctionne parce que c'est vraiment une sorte d'invitation de Scott à dire bon bah voilà, ok, dans le premier on a tué le père si on veut, mais on revient sur vraiment un sentiment un peu de famille. On a l'impression qu'il est un peu en paix avec, pour faire de la psychologie de bazar comme tu disais tout à l'heure, enfin pour ne pas en faire plutôt, on a l'impression qu'il est en paix avec les décès de sa famille. Enfin je sais pas trop comment expliquer, mais c'est vraiment moi pour le coup j'ai vraiment ressenti un peu d'émotion à la fin avec cette toute fin là. Et puis non, ouais, pour revenir sur certaines critiques négatives, moi c'est pareil là, c'est tombé il y a pas longtemps, et d'ailleurs apparemment ça serait une sorte de traduction un peu tronquée, mais c'est les dires du directeur de la photographie qui disait genre oui, Ridley Scott est devenu feignant, maintenant il tourne avec 4 caméras, et tant pis s'il y a des champs et s'il y a des micros dans le champ et des perches et des machins, de toute façon il va soigner ça au montage avec une des caméras qui sera clean. J'ai envie de dire et alors? Enfin, en fait, du coup, tout le monde s'est jeté là-dessus pour dire Oui, que ouais, t'es feignant, mais waouh, putain. puis surtout, il me semble que c'est bullshit en plus, hein. C'est vraiment, du putaclic, de revue dont on citera pas le nom, mais qui pue la merde, Mais ça me le ouais. chef-op n'aurait pas du tout dit ça comme ça. Je comprends pas du tout, mais et puis même quand bien même ça serait vrai, je vois même pas dans quel univers un chef opérateur digne de ce nom dit une chose pareille d'un réalisateur du film qui est du moment. Pour moi, ça n'a vraiment aucun putain de sens. Mais bon, après tout, il y a bien des gens qui sont un peu bizarres dans la vie, donc ça serait pas voilà. Mais quand bien même ça serait vrai, j'ai envie de dire, et alors tant qu'à la fin dans ton putain de Oui, film, les plans se tiennent et que bah, factuellement t'as pas de micro ou de perche dans le champ, ou du moins tu les vois pas comme ça la première fois, sauf si t'es un connard qui fait une rubrique sur Allociné en disant ah, là il y a des micros qui apparaissent en haut à droite, enfin voilà quoi. oui, puis surtout en fait, oui, je suis d'accord, c'est ce qui nous intéresse, c'est le film en lui-même, c'est pas les aléas. Les aléas, c'est sympa si tu veux regarder un making of, quand tu te fais chier, mais quand tu parles de film, tu parles du film, tu parles pas du comment le tournage s'est fait, qu'on s'entende, hein. Là, je parle du cas de Ridley Scott, quoi, on s'en fout que Ridley Scott, il tourne à 4 caméras et qu'il préfère faire que 2 prises pour, tourner au plus vite. Le bonhomme, il a 87 ans, il veut enchaîner les films, je pense que et il continue à maintenir une certaine, qualité dans ses films, on s'en fout qu'au tournage, il y avait une perche dans le champ, je suis complètement d'accord. Et avant, là, j'aimerais revenir un peu sur ce que tu disais sur, le manque d'émotion que les gens peuvent ressentir dans le film. Moi, comment dire? Je comprends le manque, qu'il y ait pas la même émotion que dans le pré, mais qu'on se critique le manque d'émotion, ça je comprends pas, même si c'est très subjectif. Je trouve que tu ne ressens pas les mêmes émotions parce que tu as une vraie jouissance avec le personnage de Denzel Washington et ses saloperies politiques. Enfin, genre, je trouve qu'il y a quand même un certain plaisir purement émotionnel qui se dégage du film là-dessus, quoi. Genre, c'est un peu comme, je vais faire une comparaison très vulgaire, mais comme quand tu regardes, Game of Thrones avec toutes les intrigues politiques et tout, ou Baron Noir, enfin, il y a ce plaisir-là de la politique sale, de la politique malsaine, de la magouille, quoi. Et ça peut-être que ça prend que sur moi et que ça ne touche pas les autres personnes, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal à entendre le manque d'émotion du film. Certes, tu pas là à chialer comme certains ont pu le faire devant le premier ou à être, en mode: «Waouh!» comme ça, être pris par le cœur, mais t'as une autre forme d'émotion dans le film. Je trouve pas du tout que ce soit un film, dénué d'émotion, Gladiator 2. Puis, entièrement d'accord avec ce que tu dis sur, la fin, dans le Colisée, où il y a toute la mémoire de sa famille et la musique du premier film. Ça pour le coup, ça m'a un peu pris aussi, dans la salle. Ouais, non, mais c'est vrai que tout ce qui concerne la politique et comme toi, moi j'ai vraiment une sorte de jouissance politique. Alors c'est ce qui est drôle parce que la politique ne m'intéresse pas du tout,
pas beaucoup dans la vraie vie, mais dans les séries, tu as cité Baron Noir, gros banger, hein, soit dit en passant, allez voir Baron Noir, c'est une série française de Canal, c'est vraiment une série sur la politique française, mais c'est un très gros banger, donc effectivement, allez regarder ça. Mais oui, la politique, il y a vraiment ce côté très jouissif où en plus, comme on l'a déjà souligné, c'est quand même relativement surprenant. Ça sort un petit peu de nulle part, ce dévoilement du personnage, même si on sent qu'il y a une sorte de glissement et que de toute façon, ce personnage est quand même pas franchement très net. Mais encore une fois, si on se base sur le côté purement remake du premier, ce personnage de Denzel Washington, encore une fois, est lui aussi une sorte de perversion du personnage du mécène dans le premier, qui en fait est juste purement, factuellement, un bon personnage qui veut faire en sorte que les gladiateurs s'émancipent, qu'ils puissent devenir libres via les combats. Denzel Washington, c'est plus ou moins ce qu'il promet à Lucius, mais c'est pas du tout en fait ce qu'il va finir par faire. Et c'est drôle parce qu'il n'y a pas du tout une relation de confiance et il n'y a pas du tout une relation proche entre Macronus et Lucius qui se détestent un peu tout le film, qui se méprisent, qui se jaugent comme ça toujours avec des regards en coin tu sens que lui il me sert à faire ça et au contraire beaucoup ont souligné quelques incohérences scénaristiques, mais je trouve qu'il y a un entremêlement des intrigues qui est plutôt bien tricoté dans juste plutôt la première partie, disons, parce qu'après c'est vraiment, on va dire, un cavalier seul de Macronus qui se balade dans le film jusqu'à un peu la toute fin, mais pendant à peu près 1 heure et quart de film, c'est vraiment disons que ce qui est drôle, c'est que la chute d'Acacius va plus ou moins être liée au fait que le gladiateur veut se venger de lui, mais en même temps, il y a aussi un intérêt pour Macronus. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tout est un peu entremêlé et on se dit que chaque micro-décision d'un personnage influe sur le truc global, parce que du coup, après, ça a vraiment un impact vraiment global sur les empereurs et sur l'Empire romain en général. Et je trouve que enfin, pour le coup, c'est vraiment bien foutu, quoi. Alors après, pareil, j'ai lu beaucoup de les dialogues sont ridicules et caricaturales. Bon, écoute, moi, ça m'a pas choqué, donc peut-être. Bon, je vais pas me remettre en cause, mais pareil, ça m'a pas choqué. Je vois pas trop. Oui, il peut y avoir des choses qui sont un peu grossières quand Macronus, en gros, il sous-entend que le peuple est complètement stupide et qu'il suffit qu'on lui donne, comme tu dis, du pain et des jeux pour le soumettre et que si jamais ils sont pas contents, une petite tête d'empereur et puis c'est bon, ils sont calmés. Bon, oui, ça peut paraître un peu grossier. Après, est-ce qu'il a fondamentalement tort? Je ne sais pas. C'est peut-être pour ça que je trouve pas les dialogues si grossiers que ça, ma foi. Il y a beaucoup de choses. J'ai pas envie de faire le jeu du je comprends pas les reproches faits au film, mais j'ai vraiment la sensation, puis c'est pareil, j'ai pas envie de dire, c'est une phrase que j'aime pas prononcer, les gens n'ont pas compris le film, parce que ça c'est bon, voilà, c'est pas qu'on comprenne ou qu'on comprenne pas, mais j'invite vraiment les gens à revoir le film et à le revoir sous un œil un petit peu différent en essayant de voir où Ridley Scott a voulu emmener son film, parce que pour moi, voilà, c'est vraiment, on le dit depuis le départ, c'est vraiment une revisite du premier, mais dans cette volonté de revoir le premier d'un point de vue un petit peu négatif. C'est un peu, qu'est-ce qui se serait passé si Maximus n'était pas un bon personnage, en fait, enfin une bonne personne. Et je trouve que le film va vraiment toujours voguer là-dessus. Puis un autre truc que je trouve, on ne l'a pas du tout évoqué, mais que je trouve sympa, c'est le fait que les actes de Maximus, du coup, n'ont vraiment aucun intérêt en fait avec ce 2. C'est-à-dire que du coup quand tu revois le premier, tu te dis que le pauvre il est mort, il a eu sa vengeance, ça d'accord, on pourra jamais lui enlever, mais il pensait peut-être aboutir à une sorte d'idéal de l'Empire et qui on l'a bien vu dans le 2 qui n'a pas eu lieu parce que c'est revenu exactement comme c'était avant sa mort et ça apporte un côté un peu encore plus tragique, je trouve, à toute son histoire dans le premier. Et je conclurai quand même sur un tout petit dernier défaut que j'ai pas du tout évoqué jusque-là, mais que pour le coup je trouve vraiment très lourd, c'est les flashbacks du premier justement avec Maximus, que j'ai trouvé, franchement c'était pas nécessaire. Je pense qu'on se rappelait tous de lui et il y avait vraiment pas besoin de remettre ces scènes du premier. Ça, je trouve que c'était un peu grossier, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi aussi, sur les flashbacks, je les ai trouvés grossiers et particulièrement laids en plus. Moi du coup, je pense que je vais faire comme toi, tu vois? Je vais inviter les gens à revoir Gladiator 2, mais en fait, c'est globalement, j'ai un peu envie d'inviter les gens à revoir le Ridley Scott de ces 15 dernières années parce que je pense que, comme je suis comme toi, j'aime pas dire: «Ah, les gens ont pas compris le film», mais je pense sincèrement que beaucoup de gens, en tout cas beaucoup dans la critique, populaire, on va dire, beaucoup de gens ne font pas l'effort d'essayer de comprendre, Ridley Scott, et sa démarche, qui est complètement jouissif. Enfin, on parle d'un mec qui fait les blockbusters les plus chers, parmi les blockbusters les plus chers du cinéma et qui reste quand même un auteur, pur et dur, qui fait ses propres messages,
dans les films, ce qui est très, très rare aujourd'hui dans le système hollywoodien. Enfin, genre, je peux citer l'exemple d'Exodus où le mec adapte la Bible mais de façon complètement athée. Alors, ça peut être très con, mais le truc est là, quoi, quand même, hein. C'est-à-dire qu'il te dit: «Ouais, Moïse, il est fou et les 10 plaies d'Égypte, je vais te les expliquer rationnellement». Et là, c'est comme ça dans tous ces films. C'est-à-dire que c'est du gros cinéma bien blockbuster, bien popcorn, mais fait par un auteur qui a une vraie vision et avec vraiment quelque chose à dire. Et surtout, malgré le fait qu'il y ait toujours des trucs de problèmes de durée de film et qu'il y ait toujours des director's cut, Ridley Scott. Même là, je crois qu'il a annoncé une director's cut de Gladiator 2 de 3-4 heures, mais voilà, enfin, genre, on a quand même des films avec des blockbusters avec une vision, je trouve que ça manque. Et donc, j'invite aussi les gens, ceux qui voudraient le voir, à aller voir Gladiator 2, ceux qui ne l'ont pas apprécié, à prendre votre temps et peut-être à le revoir un jour, sous un différent angle, et dans tous les cas, on espère que notre avis aura peut-être pu vous faire réfléchir sur votre rapport, à ce film, et on vous souhaite, une bonne, continuation dans ce que vous faites. Bonne soirée ou bonne journée.